Dans la vidéo NFL, le guide ultime, j'ai un peu survolé la NFL pour vous faire comprendre tout ce qu'il faut savoir pour suivre la NFL. Alors si t'es débutant en NFL, n'hésite pas à aller la revoir pour te rafraîchir la mémoire. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plonger un peu plus loin dans les entrailles de la NFL. Alors accrochez-vous, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires s'il y a des choses qui sont pas claires, et on est parti. Salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez pêché. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus en détail en NFL et je pense que ça peut être vraiment intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qu'on revoit ensemble. Et pour ça il faut comprendre un peu le fonctionnement de la NFL mais en dehors du terrain. Il faut comprendre leur convention collective qui s'appelle le CBA. La NFL fonctionne comme ça, il y a des équipes d'un côté et il y a les joueurs de l'autre. Les joueurs sont représentés par l'association des joueurs qui est appelée la NFLPA, un groupe avec des anciens joueurs et des avocats d'affaires. Et les équipes de leur côté sont représentées par les propriétaires d'équipes et d'autres avocats d'affaires. Donc cette association pour les joueurs qui s'appelle la NFLPA a comme but d'échanger avec les équipes NFL pour défendre les droits des joueurs. Ils échangent avec les propriétaires d'équipes, l'administration de la NFL et le commissaire Roger Goodell. Et tous ensemble, ils signent une convention collective qui est appelée le CBA. Ce CBA, il parle du business de ce sport, il parle pas du tout de ce qui se passe sur le terrain. Et donc comme le business de la NFL change, le CBA change. Toutes les 6 à 8 années, il y a un nouveau CBA qui est signé. Je vais pas tous vous les présenter, mais il y en a eu un de 93 à 2006, il y en a eu un de 2006 à 2011, et là actuellement, on est sur celui qui couvre de 2011 à 2020. Donc après la saison 2020 et avant la saison 2021, il va falloir signer une nouvelle convention collective qui explique comment la NFL gère son business. On entend des joueurs comme Richard Sherman qui est très concerné par cette négociation et dit « Les joueurs doivent être prêts à faire grève, manquer des matchs, perdre de l'argent pour défendre leurs droits et avoir ce qu'ils méritent en fin de compte. » Parce que comme on adore faire la grève en France, les joueurs de foot américains, eux aussi, ont le droit de faire grève et de ne pas signer ce CBA et peut-être d'annuler une saison NFL. Et dans ce cas-là, ça s'appelle un lockout. S'il n'y a pas d'accord, personne ne signe la convention collective. Pas de CBA, pas de saison NFL. Bon, comme toute grève, il faut qu'il y ait assez de joueurs qui fassent grève pour empêcher le système de fonctionner. Et ça, on verra s'il y a assez de joueurs pour se motiver pour faire ça. Dès maintenant, il y a la NFLPA et les équipes NFL qui sont en train de négocier sur plein de choses qui vont former le business de la NFL à partir de 2020. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 choses qui énervent les joueurs aujourd'hui et qu'ils aimeraient changer dans le prochain CBA, dans la prochaine convention collective. C'était une intro longue, mais il fallait tout comprendre. J'espère qu'on est sur la même longueur d'onde. On est parti. La première chose, c'est le nombre de matchs. Alors en NFL, bien sûr, un match en plus, c'est plus de revenus pour la ligue et pour les joueurs. Aujourd'hui, une saison NFL est sur 17 semaines, il y a 16 matchs par équipe avec un bye week. On entend que la ligue et les propriétaires d'équipes aimeraient pousser ça à 18 matchs, mais on entend aussi que les joueurs seraient prêts à accepter que 17. Encore une fois, c'est une négociation, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés en une saison de 16 matchs, alors si tu veux 17 matchs, il faut justifier pourquoi, il faut justifier un apport financier et il faut donner quelque chose en plus à ces joueurs. On entend que la NFL considère instaurer 2 bye week. Une bye week, c'est quand une équipe n'a pas de match, donc c'est une semaine de repos. Et actuellement, il n'y en a qu'une seule pendant une saison. En plus de ça, au sujet du nombre de matchs, la NFL est en train de considérer l'idée de passer des playoffs à 12 équipes à 14 équipes. Ce qui ferait une équipe de plus par conférence. Et ce qui impliquerait aussi que seulement la première équipe de chaque conférence a une semaine de repos en playoff. Donc bien sûr, un match de playoff de plus, c'est beaucoup plus d'audience, donc c'est beaucoup plus d'argent en plus. Néanmoins, je suis pas fan de voir des équipes à 8 victoires, 8 défaites entrer en playoff. Alors une place de plus, ça donne une occasion de plus de faire rentrer une équipe qui a peut-être même un bilan négatif. Surtout si c'est pour se faire battre par la deuxième meilleure équipe de la conférence. Aujourd'hui, on verrait les Patriots contre les Titans ou les Packers contre les Rams. Ce seraient deux matchs qui ne sont pas du tout égaux et ce serait juste une occasion de plus de blesser des joueurs de la meilleure des équipes. La deuxième chose qui énerve les joueurs actuellement en NFL, c'est la division des revenus en NFL. La NFL a plein de revenus, elle a plein de différentes sources de revenus. C'est quelque chose qu'on apprend aux jeunes entrepreneurs. Si tu veux être millionnaire, il faut multiplier tes sources de revenus. Et la NFL, ils ont bien compris ça. Aujourd'hui, ils sont à 16 milliards de dollars de revenus sur la saison 2018-2019. Ces revenus viennent principalement des droits de la télévision, mais aussi il y a le merchandising, il y a la vente de billets et les sponsors. Du coup, dans ces 16 milliards que la NFL gagne, ils doivent diviser entre les joueurs et les équipes. Et de 2006 à 2011, les joueurs prenaient 60% de ce revenu et les équipes prenaient 40%. De 2011 à 2020, après une autre convention collective, le pourcentage des joueurs a vraiment baissé. Ils sont aujourd'hui à 47%. On entend que les joueurs ne sont pas contents de cette division, ils aimeraient la renégocier, mais que les propriétaires d'équipes n'aimeraient pas dépasser le 50-50. Cette partie de la négociation, elle est hyper importante parce que quoi que tu négocies par la suite, la personne qui va donner un petit peu du lest sur une partie de la convention collective va revenir à cette division des revenus et dire
D'accord, je te donne ça, mais rends-moi 1% de revenus. La troisième chose qui énerve les joueurs dans cette convention collective, c'est le financement des stades en construction et en maintenance. Pour faire des beaux stades en NFL, il faut les payer. Et pour les payer, il y a différentes manières, il y a différents leviers à bouger. La ville d'où vient l'équipe paye une partie de la construction du stade. Les propriétaires d'équipes qui sont immensément riches, ils mettent une partie d'argent sur la table. Ensuite, il y a les sponsors du stade qui peuvent aider financièrement. Par exemple, le Heinz Field de Pittsburgh, c'est la marque de ketchup qui donne de l'argent pour ce stade. Et enfin, dans le dernier CBA, dans cette dernière convention collective, c'était stipulé que les propriétaires d'équipes pouvaient piocher dans les revenus pour dépenser de l'argent dans la maintenance ou la construction de nouveaux stades. Et il y avait un budget pour ça. Et que ce budget du revenu de la NFL, il était pris avant la division des revenus. Donc les joueurs ne touchaient leurs revenus que après cette part que les équipes prenaient pour les stades. Alors ça, bien sûr, ça plaît pas aux joueurs NFL. Mais les propriétaires de leur côté, ils ont déjà fini ce quota. De 2011 à 2019, ils ont déjà fini ce quota. Et il y a des stades qui demandent encore à être finis. Le stade des Raiders à Las Vegas et le stade des Rams à Los Angeles. Sauf qu'ils ont déjà fini ce quota sur cette convention collective. Ils peuvent pas piocher plus. Ils aimeraient piocher plus. Mais ça voudrait dire baisser la part de revenus des joueurs. La quatrième chose qui rend vraiment pas content les joueurs NFL dans cette convention collective, c'est les contrats des rookies. Et je vais prendre l'exemple de Lamar Jackson pour que vous compreniez. Pour la convention collective de 2011, les joueurs et les équipes NFL se sont mis d'accord pour mettre en place un truc qui s'appelle le rookie scale, l'échelle des rookies. Parce qu'avant 2011, un rookie, il arrivait en NFL, il pouvait négocier son contrat. Tu te retrouvais avec Jamarcus Russell qui prend 60 millions de dollars avant d'avoir prouvé quelque chose en NFL. Sam Bradford a signé un contrat de 78 millions de dollars en sortant d'université. Et Vernon Goldstone, un linebacker des Jets, a pris 32 millions en ayant fait moins de 5 sacs sur sa carrière. Donc du coup, les équipes de leur côté en avaient marre de payer trop cher pour des rookies qui n'ont rien prouvé. Et les joueurs de leur côté qui négociaient ça, c'était des vétérans. Et leur salaire était imputé par ces rookies qui prenaient trop d'argent. Donc ils se sont dit, ok, on veut plus, on met un rookie scale. Le rookie scale, c'est une négociation au préalable qui définit le salaire des joueurs qui sont draftés. Et selon la place où ils sont draftés, ils ont un salaire qui leur est assigné. Et ils peuvent pas négocier ce salaire. Du coup, ça plaît pas trop aux jeunes. Voyons pour Lamar Jackson. Lamar Jackson a été sélectionné 32e à la draft. Donc avec le rookie scale, il touche 2 millions de dollars cette année. Et il a un contrat de 4 ans qui l'amène jusqu'à 2021. Et même en 2021, avec ce rookie scale, il ne touchera que 3 millions de dollars. Pour comparer, si Lamar Jackson gagnait 3 millions de dollars cette année, ce serait le 43e quarterback le mieux payé de la NFL. C'est pas génial pour un futur MVP. Et il y a une deuxième chose qui fâche les joueurs NFL sur leur contrat rookie, c'est la fifth year option. Fifth year option est une option sur le contrat des joueurs qui ont été draftés au premier tour. Quand tu draftes un joueur au premier tour, il a un contrat de 4 ans et l'équipe a une option sur la 5e année. Elle a le droit de choisir si oui ou non ils veulent garder ce joueur pendant sa 5e année. Pour un des joueurs qui a été sélectionné dans le top 10 de la draft, son salaire pour la 5e année, c'est la moyenne des 10 salaires à sa position. Et pour les joueurs sélectionnés de 11 à 32, leur salaire pour la 5e année, c'est la moyenne entre le 3e joueur et le 25e joueur à sa position. Par exemple, Lamar Jackson, s'il arrive jusqu'à sa 5e année et que les Ravens activent cette fifth year option, il touchera pas tant d'argent que ça. C'est pour ça que c'était si important pour les Ravens de drafter Lamar Jackson au premier tour et pas au second. Parce qu'au second tour, il a un contrat plus court de 3 ans, sans fifth year option, et il peut renégocier plus vite son salaire. Après, c'est un travail pour les équipes NFL d'avoir une bonne relation avec leurs joueurs. Si ton quarterback c'est le MVP, il est très bon, tu veux le garder pour le futur, tu le pousses jamais jusqu'à cette fifth year option, tu le re-signes avant que cette 5e année arrive, comme les Eagles ont fait avec Carson Wentz. Du coup, la NFLPA va pas être fan de ce rookie scale, peut-être qu'ils vont garder une échelle pour les salaires des rookies, mais augmenter un petit peu la valeur. Pour le fifth year option, ils aimeraient s'en débarrasser. Moi, ce que je vois venir, c'est peut-être pour les joueurs draftés au premier tour, c'est des contrats plus courts, des contrats de 2 ans plus une 3e année en option. Parce que 3 ans, c'est la carrière moyenne en NFL. Donc après 3 ans, tu sais si c'est une star, si c'est un bust, ou alors s'il faut le re-signer à un contrat moyen. La 5e chose qui dérange les joueurs NFL, c'est les contrats vétérans. Et il y a plusieurs choses encore. Premièrement, il faut parler du franchise tag. Le franchise tag, c'est un contrat d'1 an que tu offres à un joueur qui est en fin de contrat. C'est un peu comme la fifth year option, mais pour des vétérans. La valeur de ce contrat sur 1 an, c'est la moyenne des 5 meilleurs salaires à la position du joueur à qui tu l'offres. Ou alors 120% du salaire
de l'année dernière du joueur. L'équipe et le joueur se rencontrent, ils voient quelle est la valeur la plus importante de ces deux options et c'est celle-ci qui est choisie. Chaque équipe n'a qu'un seul franchise tag par an, donc c'est très stratégique de leur côté de choisir sur qui ils vont l'utiliser. Les équipes adorent ce franchise tag parce qu'ils n'ont pas à s'engager à long terme avec un très bon joueur, et les joueurs de l'autre côté, ils n'ont pas de sécurité du travail, le salaire est sympa, mais si tu te blesses pendant ton année de franchise tag, tu ne toucheras pas ton contrat d'après. La NFL et les joueurs vont négocier à ce sujet, les joueurs vont peut-être demander à ce que ce franchise tag reste mais à une plus haute valeur, ou peut-être que ce franchise tag soit un tag de 2 ans. Si tu imposes aux équipes que franchise tag est maintenant un contrat de 2 ans, dont la valeur est égale à la moyenne des 3 joueurs les mieux payés à la position, peut-être que ça intéresse un peu plus les joueurs et un peu moins les équipes. Et la deuxième chose qui dérange les contrats chez les vétérans, c'est le manque de sécurité. Les joueurs en NFL voient qu'en NBA et en MLB au baseball, les contrats sont complètement garantis. Si les Lakers veulent se débarrasser de LeBron James demain, ils doivent encore lui payer l'intégralité de son contrat. En NFL, beaucoup trop de joueurs récupèrent des superbes contrats, mais ils doivent performer année après année après année. Ou alors les équipes forment des super contrats sur 5 ans, sauf qu'après la deuxième année, rien n'est garanti. On a vu Kirk Cousins et Aaron Rodgers se diriger un petit peu vers des contrats type NBA, où ils ont signé des contrats avec d'énormes chiffres garantis, et je pense que ce genre de contrats vont devenir un peu la norme en NFL après le prochain CBA. Je pense que pendant les négociations, les joueurs vont être clairement intraitables à ce sujet parce que c'est un sujet qui revient à chaque fois qu'un joueur NBA signe un contrat. Le sport du football américain est bien trop brutal et si la saison s'allonge, il faut absolument donner à ces joueurs ces contrats garantis. La 6e chose que ces joueurs demandent sur cette convention collective à venir en 2020, c'est une couverture santé à vie. On estime qu'il y a eu plus de 25 000 joueurs qui ont joué en NFL depuis l'histoire de la NFL et en entrant dans ce sport, les joueurs savent ce que ça implique. Tu vas te faire frapper à la tête et au corps par les meilleurs athlètes de tout le pays. Aujourd'hui, les joueurs demandent une couverture santé parce que après leur carrière, il y a beaucoup de problèmes de santé qui arrivent et la NFL les laisse un petit peu vivre tout seul. Du coup, de leur côté, la NFL fait preuve de bonne foi et est allée discuter avec des grandes compagnies d'assurance qui peuvent couvrir un grand nombre de joueurs comme ça. Et selon les estimations, la NFL aurait dit que couvrir tous ces joueurs à vie avec leur famille, parce que c'est comme ça que ça marche aux États-Unis, ça se fait avec la famille, ça coûterait 2 milliards de dollars par an. Et du coup, c'est là où la négociation rentre. Ah, chez qui tu prends cet argent? Qui prend ces 2 milliards? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est les propriétaires? Est-ce que c'est un petit peu des deux? Parce que si c'est les joueurs et que tu l'appliques à la division de revenus d'aujourd'hui, le revenu des joueurs passe de 47% à 43%. Est-ce que les joueurs sont prêts à accepter ça? Et la 7e chose que les joueurs vont négocier autour de cette convention collective, c'est la dépénalisation de la marijuana dans la ligue. J'ai fait une vidéo à ce sujet si vous voulez la voir. La CBD est beaucoup utilisée par les athlètes en retour de blessures en particulier. On voit beaucoup d'anciens athlètes qui font vraiment la promotion de la marijuana comme Calvin Johnson. Et je pense que la NFL devrait s'informer ou au moins s'inspirer de la MLB, du NASCAR et de la NHL. Ils testent encore pour la marijuana, ils testent leurs athlètes, mais ils ne pénalisent pas les athlètes, ils ne font pas de match de suspension et ils n'imposent pas des amendes sur les joueurs qui prennent de la marijuana. Alors bon, je sais pas à quoi ça sert de tester si tu ne fais rien derrière, mais je pense que c'est une bonne chose de laisser aux joueurs cette possibilité. Je pense surtout qu'à ce sujet, ça va être un sujet qui va être beaucoup couvert par les médias et il faudrait surtout que les joueurs fassent attention de ne pas gagner la bataille sur ce sujet et de laisser les propriétaires d'équipes gagner sur d'autres sujets. Parce que c'est ce qui est arrivé de 2006 à 2011 quand ils ont négocié le nouveau CBA. Ils ont eu moins d'entraînement en pads, moins d'entraînement en casque et en épaulettes, donc c'est plus de sécurité pour eux. Mais de l'autre côté, les revenus sont passés de 60 à 47%. La 8e chose qui fâche les joueurs, c'est la gestion du protocole des commotions cérébrales sur le terrain. D'un côté, les joueurs ils vont être protégés pour leur fin de carrière et aussi la vie après le football. Mais de l'autre côté, quand ils se font consulter pour une commotion cérébrale, ils ont envie de retourner sur le terrain. Donc ça, c'est un vrai problème à gérer entre les équipes et les joueurs. Mais donc moi je me permets de vous proposer une solution à ce processus parce que j'ai fait une vidéo là-dessus et je voyais pas d'issue à ce moment-là. Maintenant je me suis informé et je vois peut-être quelque chose. Lorsque un joueur est soupçonné d'avoir une commotion cérébrale sur le terrain, il est pris sur le côté dans une tente bleue et il est testé par un médecin indépendant aux équipes et il choisit à ce moment-là s'il est apte de retourner sur le terrain ou pas. Moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui reviennent en ayant eu un temps dans la tente bleue très minime. Et moi je me dis que ce médecin indépendant sur le banc de l'équipe, autour des fans de l'équipe, autour du coaching staff de l'équipe et avec un joueur qui vient et qui a peur de perdre son job, donc qui dit qu'il a envie d'y retourner, peut-être que ce médecin indépendant il peut perdre son intégrité et faire un mauvais jugement. Et je me suis ensuite informé sur internet qu'il y a des systèmes automatisés, robotiques entre guillemets, pour définir si les symptômes sont forts ou pas forts. Les joueurs peuvent arriver sur le banc, être accueillis par ce docteur indépendant qui leur met un casque de réalité virtuelle sur la tête. Il y a déjà des systèmes de tests dans ce casque de
de réalité virtuelle pour tester la réaction des yeux des joueurs, et selon les réactions à ce test, le robot lui-même définit si oui ou non les symptômes sont trop forts. Et si les symptômes sont trop forts, ce système le décide, il partage le diagnostic instantanément avec la ligue est informée et ils ne peuvent pas faire re-rentrer ce joueur sur le terrain. Donc ça c'est moins de bavure. Les joueurs ne seront pas fans de système et si la NFL dit qu'elle veut protéger les joueurs, et c'est ce qu'ils font depuis des années en changeant les règles, il faut aussi serrer encore ce protocole. En tout cas l'équipe, cette vidéo était assez longue mais j'espère que vous avez kiffé, ça permet de replonger un petit peu dans les détails de la NFL. N'hésitez pas à aller revoir le guide ultime de la NFL si vous voulez revoir les règles du foot américain et une description de chaque poste. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions et quelle partie de la négociation vous intéresse le plus. Pour moi ça va être la négociation des contrats de rookie. Je pense que le rookie scale c'est une bonne chose parce que tu veux éviter les contrats comme Jamarcus Russell qui n'a rien prouvé et qui prend 68 millions de dollars. Mais je pense que ces contrats rookie devraient être un peu plus courts. N'oublie pas de mettre ton pouce bleu, abonne-toi, mets la cloche pour jamais louper une de mes vidéos. Et pour tout le reste, on se retrouve demain 20h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!